à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour ce nouveau numéro de Zone d'opération, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Joseph Enrotin, rédacteur en chef de DSI. Bonjour Joseph. Bonjour. Pour parler de plein de choses aujourd'hui, parce qu'on a une actualité vaguement chargée, je vais préciser tout de suite qu'on enregistre ça mercredi 10 septembre en début d'après-midi, parce que il y a beaucoup de choses qui se sont passées, notamment du côté de l'Ukraine. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis quelques temps. Et voilà, il n'est pas impossible que les choses aient continué à évoluer dans les prochaines heures. Mais, donc c'est un format, on va parler de plein de choses, on va parler de Chine, on va parler de Qatar, mais on va commencer évidemment par l'Ukraine, qui déborde un peu parfois à l'extérieur des traits, puisque c'est la grande actualité de ces dernières heures. C'est qu'il y a des drones russes qui se sont perdus, mais se sont-ils perdus, ou ont-ils fait un détour, ou avaient-ils envie d'aller là depuis le début en Pologne, dans la lisière très est de la Pologne. On peut rappeler, c'est pas exactement la première fois qu'un machin russe tombe en Pologne, c'était déjà arrivé il y a quelques années maintenant, je pense, mais qui avait été abattu par un truc qui avait été abattu par un missile de défense antiaérienne. Tout était retombé dans un village polonais, donc c'est pas comme si le territoire de l'Alliance avait été absolument étanche et infranchissable pour les Russes jusqu'à maintenant, mais là, on parle quand même de, je crois, 19 drones russes qui finissent en territoire polonais. Ça fait beaucoup. En même temps, ils font des erreurs aussi, mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je veux dire, à l'heure où on est, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Il y a eu une réunion des ministres de la Défense, sauf le ministre de la Défense français parce qu'il est devenu Premier ministre. Mais il y a eu une réunion des ministres de la Défense. La Pologne est en contact avec l'OTAN. Après, voudrait-il invoquer l'article 4 ou l'article 5 de la Charte de l'Atlantique Nord? Personne ne le sait, mais en tout cas, bon, déjà d'un point de vue très concret, très matériel, qu'est-ce que ça vous inspire, disons, ces drones russes qui finissent en territoire polonais? Alors, deux choses. La première, c'est que c'est pas la première fois effectivement qu'on a des drones russes qui tombent sur un territoire OTAN. Je pense à la Roumanie en particulier, où il y avait eu deux drones vraiment juste à la frontière en fait avec l'Ukraine. On avait eu un ou deux drones russes qui s'étaient abattus. Voilà, là on peut plaider l'erreur de navigation problématique, etc. Ici, on a quand même 19 drones. Avec des points d'entrée multiples en Pologne, avec une circulation qui dépasse de loin la frontière. On parle quand même de plusieurs dizaines de kilomètres. Alors il y a plusieurs hypothèses qui circulent, hein, passer, si vous voulez, faire un tour par la Pologne pour pouvoir prendre les défenses aériennes ukrainiennes en fait sur le derrière, hein, pouvoir les contourner simplement. Toujours est-il qu'en fait, on a quand même un nombre assez conséquent de drones qui ont violé tout simplement l'espace aérien polonais. Une intervention des Polonais avec 3 drones abattus certainement, peut-être un quatrième. Une intervention de F-35 néerlandais qui semble-t-il a abattu un ou deux drones. Bref, avec une réponse malgré tout. Et avec l'inconnu, effectivement, de savoir si, de savoir quel est le degré d'intentionnalité. Là, de ce point de vue-là, il y a deux choses qui sont intéressantes. Il y a un contexte politique d'abord, puis il y a un certain nombre de développements techniques. Alors, sur le contexte politique, en fait, euh, alors que ce soit voulu ou pas, toujours est-il que ça intervient à 2 jours des grands exercices Zapad 25, hein, Ouest 25, ils sont des exercices en fait initialement soviétiques et puis russes, et puis cette année-ci russes, mais se déroulant en Biélorussie, dans un contexte qui est tendu, avec la Pologne qui a fermé en fait sa frontière avec la Biélorussie. Et donc, on a ce contexte-là. Et il y a une semaine d'ici, en fait, on a le président polonais qui était en visite à Washington, où il a rencontré Donald Trump. Contexte politique duquel on ne peut pas non plus complètement extraire la question finalement de la position des États-Unis à l'égard de l'OTAN, à l'égard de l'Ukraine, avec des États-Unis qui finalement avaient promis des sanctions si jamais la Russie
comment dirais-je, ne répondait pas à la proposition ukrainienne de se rencontrer en terrain neutre, et où finalement ces sanctions ne sont pas arrivées. Donc, est-ce que c'est une façon de tester les États-Unis? Est-ce que c'est une façon de tester l'OTAN? Est-ce que c'est une façon de tester les chaînes de commandement, y compris au niveau polonais? Est-ce que c'est un petit peu de tout ça? En tout cas, la question de l'intentionnalité, au vu du nombre, au vu du transit, voilà, elle ne fait plus guère de doute. En tout cas, voilà, bon, je peux me tromper, mais en tout cas, elle ne fait plus guère de doute. D'autant plus qu'il y a un autre élément qui est un élément matériel. Après, on peut dire Mhm, simplement, effectivement, que les Russes ont une certaine habitude d'avoir des trajets assez compliqués pour leurs mhm, drones, y compris... je veux dire, ça fait longtemps qu'on parle de déployer, y compris des moyens aériens en Pologne, pour dézinguer tout ce qui pourrait passer par le mhm. territoire polonais. Ça a été évoqué plusieurs fois, donc c'est pas quelque chose de totalement inédit. Et après, j'ai aucune idée de comment ils guident leurs drones et dans quelle mesure est-ce que une mauvaise coordonnée peut influer sur les trajectoires de plusieurs drones. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec le territoire polonais, l'idée de contournement euh, pour avoir des trajectoires assez sophistiquées, parce que rappelons que l'objectif des Russes, c'est quand même que tout arrive en même temps, drones très lents et et missiles très rapides, pour saturer les défenses antiaériennes ukrainiennes. Voilà, exactement. Et alors, la plupart des drones type Guéran, Shahed, etc., ont un guidage en fait ont un guidage par GPS. Mais il semble, alors bon, d'une part, il y a un brouillage GPS à partir de Königsberg, à partir de Kaliningrad, pardon, qui se fait bah, déjà depuis un certain temps. Alors, quelle est son incidence exacte sur les drones? C'est pas la première fois que les Russes visent vers l'ouest de l'Ukraine, hein, vers Lviv, vers les bases aériennes dans l'ouest de l'Ukraine, etc. On n'avait jamais vu finalement de problèmes de ce type-là. Ici, c'est pas non plus c'est une des frappes les plus volumineuses qu'on a vues la nuit dernière sur l'Ukraine. C'est pas la plus volumineuse non plus. Donc pourquoi maintenant et pas à un autre moment? Et au-delà de ça, en fait, justement, par rapport à ces problématiques de navigation, il y a quelque temps de ça, en fait, les Ukrainiens sont tombés en Ukraine sur des drones type Guéran, enfin voilà, des OA UAV, dans lesquels en fait se retrouvaient des cartes SIM polonaises. Donc des cartes SIM commerciales de téléphone, etc., qui peuvent être utilisées en fait pour avoir des référents de géonavigation et pour être utilisées en fait dans des systèmes de navigation qui permettent finalement de limiter les dégâts en termes de dépendance au GPS. Alors, est-ce que ça anticipe une réflexion russe, on va dire, par rapport à la question polonaise ou question Suwałki, hein, donc ce corridor assez étroit finalement qui relie les États baltes avec la Pologne et qui est un petit peu qui est potentiellement sous le feu croisé, hein, en termes de portée d'artillerie de Kaliningrad et de la Biélorussie d'autre part. Voilà, ça, ce sont des questions qui se posent. Mais tout de même, 19, ça fait beaucoup, alors qu'il y a déjà eu quand même pas mal de tirs, suffisamment de tirs russes vers l'ouest de l'Ukraine. Pourquoi un accident maintenant? Pourquoi y aurait-il un problème de navigation maintenant? Il n'est pas complètement à écarter, mais tout de même, au vu du contexte politique, au vu du volume, au vu de la pénétration des drones, ça commence à faire beaucoup. Par ailleurs, la dernière fois, on peut se souvenir, enfin la fois précédente, où il y avait quelque chose qui était retombé sur un village près de la frontière polonaise, il me semble qu'il y avait quand même eu un petit travail de déminage et de la part des Russes pour ne pas escalader la situation, pour dire que c'était bien un accident et que d'ailleurs, si ça se trouve, c'était un intercepteur ukrainien, etc. Ce qui, je sais plus si on avait eu totalement de fin mot de l'affaire. Là, j'ai pas l'impression que ça ait été le cas, en tout cas, vu la réaction polonaise qui est très euh, ouais, Polonaise. polonaise, mais bon, à bon droit. Enfin, je veux dire, il serait déplaisant de se retrouver avec des drones russes qui tapent des villages près de Strasbourg, quoi. L'intégrité du territoire national est un concept pertinent pour tout le monde. Voilà, on n'a pas l'impression que les Russes aient fait beaucoup d'efforts pour déconflicter et s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension dans ce cas particulier. Moi, en tout cas, à cette heure-ci, à 14 heures, hein, donc tout juste avant de vous rejoindre,
Moi, j'ai pas vu passer effectivement de communication russe autour d'un accident ou quelque chose comme ça. Alors peut-être que ça va arriver plus tard. Peut-être que les Russes attendent simplement de voir comment l'OTAN réagit, voir au niveau de la ministérielle, ce que ça va donner, au niveau de ce que peut dire le Conseil de l'Atlantique Nord, etc., etc. Mais c'est vrai que d'un point de vue stratégique, tout ça ressemble tout de même à un test. Tout ça ressemble tout de même à un test de cohésion otanien avec une pression indirecte sur les États-Unis pour voir si finalement les États-Unis suivent bien dans la défense, dans leur participation à l'OTAN. C'est le moment de parler peut-être un peu plus généralement de la situation en Ukraine, ce qui est le propos de ce format zone d'opération, et faire peut-être un bilan sur ce dont on parlait déjà il y a 2 semaines maintenant, c'est-à-dire la poussée russe, poussée dont on sait qu'elle avait lieu notamment vers Pokrovsk. Alors depuis, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en avez vu, disons? Bah alors, comme toujours, un peu des fragments. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, les Russes moins de pression sur la zone de Soumy, donc alors plutôt vers le nord-est, qu'il y a des bascules de force qui s'opèrent vers la région de Pokrovsk. Semble-t-il, pas mal d'unités en fait ont été changées, donc des unités qui ont subi pas mal de pertes dans la région de Soumy, etc. Elles sont allées vers Kherson, hein, donc pour le coup vers le sud-ouest, hein, de la zone prise par les Russes, pour relever en fait des unités russes qui, dans la région de Kherson, sont ensuite envoyées vers Pokrovsk. Donc ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on a ces mouvements-là, et ces mouvements, en fait, ils induisent une concentration de force qui est assez intéressante parce que durant ces 2 dernières semaines, en fait, ce qu'on a vu, c'est un retour de colonnes blindées, alors limitées. On parle de quelques engins qui tentent à chaque fois de percer là où ils estiment pouvoir percer, qui fréquemment en fait enfin pas fréquemment, systématiquement se font arrêter à coups de drone ou d'artillerie ukrainienne. Donc en fait, on voit que il pourrait y avoir, en tout cas pour l'instant, il y a des micro-tentatives russes de repasser sur un mode blindé mécanisé pour tenter de percer. Alors la grande question, évidemment, c'est de savoir dans quelle mesure les Russes ne vont pas tenter un tout pour le tout, avec une concentration de force maximale, doublée d'une activité bah, qui était déjà pas mince, hein, qui était déjà assez considérable du point de vue de l'utilisation de leur puissance aérienne, hein, l'utilisation des bombes UMPK, ces espèces de bombes en fait sur lesquelles on a mis des kits de guidage satellitaire et qui constituent en fait à présent le gros de leur artillerie à longue portée à l'égard des positions ukrainiennes, et qui présente d'ailleurs une certaine efficacité, hein, une efficacité réelle même à l'égard des positions ukrainiennes. Donc on a cette montée en puissance déjà depuis un certain temps de l'emploi de la puissance aérienne, on a une concentration de force, on a à nouveau des petites tentatives blindées mécanisées qui se font. Et donc, sachant qu'en fait la saison des pluies, elle n'est pas encore tout à fait là, il y a peut-être pour les Russes, en tout cas dans la planification russe, une réflexion autour de gagnons le maximum sans laisser la possibilité aux Ukrainiens de pouvoir contre-attaquer ensuite, de manière à figer le front au maximum, en tout cas pendant l'hiver, pour pouvoir tenter à nouveau de grimper, de grignoter à pied, de manière à ce qu'au printemps, on puisse remettre encore une couche. La grande question, évidemment, c'est les Ukrainiens sont-ils capables de faire face à cela? C'est-à-dire il y a des dilemmes qui se posent. Les Russes dégarnissent à Soumy, mais du coup, est-ce que les Ukrainiens, voilà, qui ont quand même pas trop mal tenu du côté de Kupiansk, où les Russes faisaient quand même pas mal pression, est-ce que eux-mêmes vont réaffecter des troupes vers le secteur de Pokrovsk, de grande région, on va dire, de Pokrovsk, de manière à pouvoir éventuellement risquer d'avoir d'autres actions russes qui se font du côté de Kupiansk. Donc il y a de vrais dilemmes qui se posent et qui sont des dilemmes en fait qui sont liés bah, à la faiblesse des volumes. Quand on n'a plus beaucoup de troupes, évidemment, savoir où les positionner devient un enjeu majeur. Heu, voilà, donc les drones de ce point de vue-là vont jouer un rôle de compensation. Reste à voir ju à quel point
ils vont jouer un rôle ils vont jouer un rôle de compensation, et à quel point les Russes voudront percer à Pokrovsk. Parce que vouloir percer, c'est pas un souci, mais au prix de quelle perte? Hein, on peut très bien imaginer que tout à coup, on ait 5 corps d'armée qui se mettent vaguement en branle, si, comment dirais-je, vaille que vaille. Très bien, ça peut percer sur X kilomètres, très bien, mais au prix de quelle perte? Pour quelle position tenable ou pas par la suite? Et avec quelle possibilité de reprendre, de reprendre ensuite l'exploitation et éventuellement de recommencer le même jeu l'année prochaine? Voilà, là, il y a de vraies, il y a de vraies questions qui se posent. Alors maintenant, un autre sujet que j'aurais aimé aborder avec vous, parce que vous êtes évidemment toujours la bonne personne pour en parler, c'est la question du défilé militaire chinois. Non, mais c'est vrai, ça fait des années qu'on fait ça. On Mhm. l'avait fait déjà il y a plusieurs années, quand le podcast était encore à l'IRSEM à l'époque. Exact. C'est-à-dire ce défilé militaire chinois qui est périodique. Alors là, c'était les 80 ans. Mais les 80 ans La victoire sur le Japon. de la victoire sur le Japon, c'est ça, parce qu'ils ont beaucoup parlé dans de la guerre d'accrétion japonaise. Enfin, le Japon était très central dans ce défilé. Et on peut dire que c'est quelque chose qui a toujours une grande importance pour les observateurs, parce que des choses sur l'armée populaire de libération, on n'en sait pas tant que ça. C'est pas une armée qui est extrêmement transparente, ils font pas tant d'exercices que ça, donc c'est compliqué de les voir, et puis on n'est pas toujours invité, enfin on est rarement invité quand ils en font. Et par ailleurs, les ressources livresques, doctrinales sur l'armée populaire de la libération, elles ne sont pas très nombreuses. Il n'y a pas énormément de gens qui parlent le chinois et qui s'y intéressent. Donc, quand il y a un défilé diffusé très largement, c'est toujours très intéressant de regarder ce qui sort, pourquoi ils le sortent et à quoi ça ressemble, les nouveautés et les pas nouveautés. Donc, alors il y a énormément de choses, c'est vertigineux, c'est des armées qui marchent très très bien au pas et qui savent très très bien monter dans des camions, hein, c'est très chorégraphié, on ne viendrait pas à l'idée d'un d'entre eux de glisser sur un pavé ou de faire une connerie, parce que voilà, ils savent marcher au pas, ils ont beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez retenu, disons, prioritairement de tout ce qu'ils ont montré dans ce défilé, les Chinois? Alors en fait, il est paradoxal ce défilé, parce qu'en fait, euh, c'est un défilé de nouveautés, alors ce ne sont pas nécessairement des matériels intégralement nouveaux, hein, c'est parfois une nouvelle version d'un système préexistant, etc. Mais il est paradoxal parce qu'il y a des choses qui ont été montrées, d'autres qui ne l'ont pas été. Typiquement, voilà, le défilé a progressé par blocs, hein. On a d'abord eu les chars, les véhicules de combat d'infanterie, ensuite on a eu les troupes amphibies, on a eu les parachutistes. Mais dans le segment artillerie sol-sol, typiquement, on a un lance-roquette, enfin on a quelques lance-roquettes multiples. On a Il n'y avait pas qu'un lance-roquette. En les voyant, je me suis dit, ils en ont plus probablement sur la place Tiananmen en ce moment que dans toute l'armée française. Oui, de fait. Un engin qui ressemble en fait à un DF-15B sur un nouveau, comment dirais-je, sur un nouveau camion de lancement, mais pas d'artillerie canon, par exemple. Voilà, vous n'avez pas vu je crois que c'est PZL 05. Oui, parce qu'entre les désignations chinoises, la désignation constructeur, la désignation officielle de l'armée chinoise, etc., c'est toute une gymnastique. Et donc, on n'a pas d'artillerie de 155 mm, par exemple, alors ils ont pourtant un certain nombre de choses qui sont intéressantes et qu'ils exportent d'ailleurs plus ou moins bien. Même chose, décembre 2024, on a vu deux nouveaux types d'appareils, de chasseurs pilotés, de sixième génération, pardon, aux essais. Bah là, on les a pas vus. Là où on a vu d'autres systèmes qui eux aussi sont aux essais, euh, et qui pourtant ont été présentés. Le segment aérien d'ailleurs était relativement faible par rapport à ce que font les Chinois. Donc Ça, la c'était partie très aérienne frappant. du film. Mhm. Vraiment, là, pour le coup, à ce qu'ils ont sorti, je me suis dit, ouais, bah, un bon 14 juillet, il n'y a pas tellement moins de choses dans le ciel, parce que là, il n'y avait pas énormément de Mhm. chasseurs. Il y avait toute la panoplie, hein. Il y avait un AWACS, il y avait des avions différents, mais en quantité, c'était pas vertigineux non plus. Alors que ça aurait pu l'être. Ça aurait pu l'être, et d'ailleurs il y a tout un tas de systèmes.
de drones, etc., qui n'ont pas été montrés. Alors, il y a des drones qui ont été présentés sur camion, hein, dont des effecteurs déportés, donc des drones d'accompagnement de chasseurs, en fait, qu'on n'avait pas encore vus. Donc, il y a à la fois ce qui était nouveau qu'on n'a pas vu, puis il y a ce qui était nouveau qui nous a surpris. Ce qui peut jouer aussi un rôle psychologique, hein. C'est dire, bah, ah oui, tiens, ils ont pas montré ça, donc ils sont en réalité encore plus forts entre guillemets que ce qu'ils nous présentent, que ce que nous présentent ici. C'est vrai que la plupart, pour le coup, des autres systèmes qui ont été montrés sont des systèmes qui étaient soit complètement neufs, soit des évolutions, avec parfois des petite surprise, si vous prenez le drone Winglong 2 qui a été voilà, c'est un drone mâle, hein, c'est un équivalent au Reaper, et cetera, qui est présenté sur camion. Ils disent: «Oh bah, ça c'est un Winglong 2, pourquoi est-ce que ce serait neuf?» En fait, ce qui est très intéressant, c'était un angle de caméra qui montrait, un micro-missile de croisière un peu équivalent au Kemankes, turc, en fait, sous un des points d'emport. On se dit: «Ah OK, les types travaillent aussi leurs munitions, et cetera, et cetera». Quand vous faites de la puissance aérienne, l'avion, c'est bien, mais l'effecteur terminal, c'est la munition. Et donc, évidemment, faut lui accorder de l'importance. Donc, il y a toute une série de choses là de ce point de vue-là. Et puis, surtout, il y a effectivement cette chorégraphie, cette espèce d'esthétique de la puissance, pour reprendre le terme de Van Creveld, qui est une esthétique de c'est nous qui prenons les autres, y compris les Américains d'ailleurs, sur le terrain doctrinal de la supériorité qualitative, hein. Depuis 1977 et la deuxième offset strategy, donc l'espèce de changement profond dans la stratégie des moyens américains, le choix américain a été celui de la qualité sur la quantité. Voilà, et donc avec toute une série de programmes qui sont ensuite lancés. Et donc la marque de fabrique finalement des forces américaines, ben, c'était cette recherche de la supériorité qualitative, par l'informatique, par l'électronique, par les armes de précision, par toutes ces choses-là. Ici, les Chinois, quelque part, viennent, si vous voulez, sur le terrain américain, non seulement en présentant des trucs similaires à ce que les Américains peuvent faire, mais en allant également au-delà, et notamment dans tout ce qui va être aérobalistique, hein. Donc depuis les petits drones jusqu'aux très grands drones, en passant par les missiles de croisière, en passant par les missiles balistiques conventionnels, etc. Domaines sur lesquels les Américains ont pour plein de raisons, en fait, soit minorés, soit sont en retard, dans l'hypersonique conventionnelle notamment. Ça, on peut dire, effectivement, il ne fallait pas trop comparer le défilé chinois avec le défilé militaire C'est clair. américain il y a quelques semaines, parce qu'effectivement, l'impression sur le qualitatif ne serait pas extrêmement flatteuse pour les Américains, mais justement, voilà, il y a une gros segment qui était d'ailleurs tout le dernier segment sur tout ce qui est stratégique, c'est-à-dire tout ce qui est nucléaire. Alors, ils ont montré aussi des missiles duo, etc., pas dans leur version nucléaire, mais il y a quand même une belle insistance, avec pour la première fois la triade nucléaire complète, c'est-à-dire il y avait des missiles terre, air, mer, nucléaire, ce qui était la première fois pour un défilé chinois, avec quelque chose qui a été remarqué, c'est qu'il y a quand même énormément de vecteurs. Ils ont montré Ouais. une variété de vecteurs monstrueuse. Et je lisais, enfin, je voyais quelqu'un du CSIS, donc un think tank spécialisé, qui disait ça fait beaucoup, beaucoup de vecteurs pour seulement 600 têtes nucléaires, Mhm. qui est l'arsenal chinois à l'heure actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que on a une infinité d'options, donc c'est très difficile de faire de la défense antimissile contre une telle variété de vecteurs? Est-ce que c'est annonciateur du fait qu'ils ont l'intention de monter leur arsenal de têtes nucléaires aussi? Dans tous les cas, il y avait une variété extrêmement impressionnante et très inédite. Je pense qu'ils ont une bien plus grande variété que les Américains et que n'importe qui d'autre à ce stade. Alors, oui, alors oui et non, en fait. Alors oui et non, parce que quand vous regardez les différents blocs, justement, qui passent, en matière de missilerie, bah, vous avez eu un bloc de missiles anti-navires, d'ailleurs avec plein de nouveaux missiles anti-navires, y compris hypersoniques. Vous avez eu un bloc, en fait, surface-surface, surface-surface conventionnelle, l'YJ 18C, le CJ 1000, le DF-26D, voilà, qui a priori, alors le DF-26, c'est vrai il est réputé pouvoir être dual nucléaire conventionnel. Et puis c'est le tout dernier bloc en fait qui a été nucléaire entre guillemets, euh, avec
une surprise, le JL-1. Alors normalement, JL et Yulang, a priori, c'est les engins tirés de sous-marins. Alors il y a eu le JL-3, qui est leur nouveau équivalent du M51. Et on a ce JL, donc on se Donc dit, le tiens, c'est M51, c'est le missile mer, enfin tiré depuis les sous-marins nucléaires ça. lanceurs d'engins français. Et donc le JL3, c'est leur dissuasion océanique qui vient des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins chinois. Voilà, tout à fait. Et donc, le premier missile tête de gondole qui part dans ce bloc, dans ce bloc nucléaire, c'est le JL-1, qui lui, pour le coup, est un engin aérobalistique au sens pur du terme, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est un engin qui est largué depuis un avion, puis il va partir en trajectoire balistique avant de retomber sur sa cible. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que lui, donc, est clairement affiché comme étant nucléaire. Il est dans le bloc nucléaire avec la nouvelle version du DF-31 tiré de silos, hein, vu que les Chinois maintenant ont des silos, avec le DF5C. Et ce qui est très marrant, c'est que, en tout cas, ce qui est très intéressant plutôt, marrant pour l'analyste, intéressant pour le politologue, c'est qu'en fait, ce JL1 ressemble de très près, en fait, à l'YJ-20, heu, qui est en réalité, en fait, qui lui est un missile hypersonique tiré depuis les bateaux, et YJ, en fait, c'est la désignation des missiles anti-navires, qui en réalité était ce qu'on appelait il y a encore un certain temps YJ-21, vu qu'YJ-21 maintenant est devenu est devenu autre chose. Mais en l'occurrence, on a cette logique en fait d'engin aéroporté avec une capacité de frappe, si pas hypersonique, en tout cas dans le haut supersonique, et qui, pour le JL1, donc serait a priori nucléaire. Donc ce qui donne effectivement, on va dire un équivalent à SMP, parce que je pense que la portée va être beaucoup plus longue, mais en tout cas, le développement d'une capacité aéroportée, d'une capacité nucléaire aéroportée, avec tout ce que ça peut porter en termes de signalement stratégique, par exemple. Donc voilà, alors avec plein de données à déterminer, est-ce que c'est vraiment hypersonique, est-ce que c'est ok dans le haut supersonique, mais quelle portée, pour quel payload, enfin pour quelle charge utile, etc., etc. Bon, ça, il y a il y a des gens beaucoup plus compétents que moi qui vont aider, mais en tout cas, sur le côté signalement stratégique, c'est assez notable. Et Avec cette c'est... Mhm. question énorme qui est toujours celle effectivement de ce qu'il montre pas et pourquoi est-ce qu'il le montre pas, parce que on peut dire, enfin c'est aussi le point, le talon d'Achille de toutes ces démonstrations, c'est que rien de tout ça n'a d'expérience opérationnelle. Enfin, évidemment, les missiles nucléaires, mais d'une manière générale, c'est une armée qui a très peu d'expérience opérationnelle, qui a jamais montré grand-chose. Et donc, je veux dire, c'est aussi une possibilité de ne sortir des trucs sur des camions sans qu'on sache ce que ça vaille. Par exemple, il y a un missile, le DF-27, qui est un missile Mhm. nucléaire, qui est censé avoir été testé, qui est censé avoir été admis au service actif, qui est censé, l'an dernier, donc qui est censé être la grosse nouveauté, et qu'on n'a pas vu. Donc ça pose des questions de est-ce que c'est parce qu'il marche pas, quels sont les messages derrière tout ça, derrière une armée qui fait une démonstration de puissance et de matériel invraisemblable, mais je ne vais pas sortir l'expression tigre de papier parce que c'est un peu attendu et par ailleurs, bon, vu ce qu'ils montrent quand même, enfin, je veux dire, ce n'est pas que de l'esbrouf, mais se pose c'est toujours la question des défilés et des armées de parade, quoi. Mhm. Alors oui, euh, moi je prendrais un petit peu de distance par rapport effectivement, c'est vrai que le discours de oui, mais enfin, leur expérience opérationnelle, etc. Et je vais même être un peu méchant, mais c'est pas parce qu'on a fait Barkhane, c'est pas parce qu'on a fait Serval, même si elles ont été extrêmement bien, voilà, c'était bien mené, etc. C'est pas pour autant qu'on est capable de faire de la très haute intensité comme le font les Ukrainiens ou les Russes pour l'instant. Et en fait, on est un peu tous dans la même situation. Les Américains, la dernière fois qu'ils ont fait de la haute intensité, c'est le Golfe en 91, hein, et d'ailleurs, la plupart des armements que les Américains ont aujourd'hui, enfin, pas la plupart, mais en tout cas une bonne partie des armements que les Américains avec lesquels les Américains travaillent aujourd'hui, sont des armements en fait qui ont servi durant la guerre du Golfe en 91. Donc en fait, il y a d'une part cette histoire de oui, mais enfin l'expérience opérationnelle. Alors c'est vrai que leur expérience des Chinois au Vietnam n'a pas été extrêmement concluante. Là, on est parfaitement d'accord, mais c'était pas du tout la même armée chinoise. C'était pas du tout les mêmes doctrines. C'était pas du tout les mêmes commandants. D'un autre côté, il faut voir également
Un autre aspect, c'est que la réforme qui a été conduite, et d'ailleurs je pense que c'était dans ce cadre-là qu'on avait sorti un DSI sur les forces armées chinoises en 2019, je pense, et je pense que c'était dans ce cadre-là d'ailleurs qu'on avait fait l'épisode du collimateur. Un des effets de cette réforme, en fait, a été de mettre en place des commandements de théâtre qui ont une fonction, en fait, qui décharge la commission militaire centrale, notamment dans le développement capacitaire, dans la formation des gens, mais surtout sur l'organisation et la conduite des exercices. Ce qui fait qu'en fait, le nombre d'exercices à un niveau bas, on va dire, donc, non divisionnaire, il a considérablement augmenté. Il a considérablement augmenté avec des budgets qui vont avec. Et ça fait en sorte qu'on n'est plus comme au début des années 90, avec une aviation chinoise, par exemple, incapable de conduire des frappeurs sol de nuit. Voilà. Les Chinois ont considérablement évolué là-dedans, sur ce secteur-là. Et en matière de coordination des feux, dans la profondeur, intégration des drones, etc., etc. Et là, pour le coup, il y a de vraies évolutions. Alors effectivement, il y a cette espèce de brouillard dans lequel on est et où on se dit que finalement, entre les purges qui touchent les grands chefs des armées, parfois des chefs de niveau intermédiaire, hein, alors, que ce soit pour des histoires de corruption avérées, ou que ce soit parce qu'ils ne sont pas dans la ligne doctrinale ou du parti, peu importe, mais toujours est-il qu'il y a des renouvellements qui se font, donc contexte agité, ça favorise pas non plus un développement harmonieux, certes. Mais dans le même temps, en fait, il y a une vraie ligne de continuité, il y a une vraie ligne de continuité qui est là dans les process de modernisation et dans le rythme de modernisation. Pour reprendre un exemple matériel, en 2015, on a eu la présentation du missile de croisière supersonique, semble-t-il, DF-100, hein, monté sur véhicule, voilà, sur un tracteur réacteur lanceur. Cette année-ci, on a eu un CJ-1000. Alors, d'après l'évaluation américaine, là, je regardais la base de données Odin là tout à l'heure, ben, on passe quand même de 2000 à 6000 kilomètres. Bon, voilà, tout ça est de nature quand même si les gars n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience, on voit bien que les Russes, qui rament quand même sur le terrain en Ukraine, quand il s'agit de balancer de la patate aéroportée, sont capables de le faire, et ça embête beaucoup et les Ukrainiens et on l'a vu aujourd'hui, les Polonais. Donc le simple fait d'avoir cette force de missile stratégique, qui a toujours cette petite ambiguïté entre le nucléaire et le conventionnel, mais qui constitue la première force aérobalistique au monde, hein, en termes de nombre de missiles et en diversité d'ailleurs de missiles. Mais ça, si j'étais japonais, si j'étais taïwanais, si j'étais américain, ça me ferait me poser pas mal de questions. Même chose sur la missilerie hypersonique en anti-navire. Là, il commence à y avoir vraiment beaucoup de types, hein, de l'YJ-21, hein, donc lancé, largué par avion. Les YJ-18, ça c'est classique, c'est copie du SSN-27, mais avec une nouvelle version qui ressemble un peu plus au NSM norvégien, avec l'YJ-19, là, comment dirais-je, un système de missiles de croisière, de missiles de croisière hypersoniques, avec l'YJ-20 et compagnie. Bref, ça commence à faire beaucoup. Et donc, ça crée des effets de salve qui font qu'à la limite, je tentais de dire que même s'ils sont mauvais, parce qu'ils ne parviennent pas à se coordonner, parce que ceci, parce que cela, entre la trame de détection qu'ils ont mis en place, qu'on n'a pas beaucoup vu d'ailleurs, hein, il y a eu beaucoup de radars montés sur véhicules, etc., qu'on a vu, mais entre la trame de détection au niveau naval, la trame de détection au niveau aérien, donc tout ce qui est AWACS, etc. Le premier possesseur d'AWACS au monde aujourd'hui, c'est la Chine, en fait. Euh, donc, le Qu'ils ont simple fait de... montré, il me semble, pour la première fois, hein, là dans le défilé. Non, oui, non, si c'est les avions de guet aériens C'est ça. aéroportés qu'ils ont Voilà, montré pour la première fois. Mais oui, c'est vrai qu'on a vu des AWACS, des équivalents Wedgetail, avec l'espèce de crête au-dessus aussi. c'est ça. C'est ça. En fait, ils ont 4 ou 5 types. Alors là, c'est à vérifier. Plus un nouvel appareil embarqué destiné au Fujian, et qui est une espèce de copie du Hawkeye, en fait. Voilà. Donc, ils commencent à avoir une densité en la matière. Donc, ils ont une trame détection et ils ont une trame de frappe. Tout ça à distance de sécurité. Donc,
L'idée, évidemment, c'est peut-être de la jouer gros bras dissuasif. C'est certainement l'idée. Mais malgré tout, avec une crédibilité derrière. Sous-entendu, bah, si vous venez nous chercher des noises, euh, on va vous couler vos bateaux. Ou en tout cas, on va vous infliger un tel coup. On pourrait vous infliger un tel coup au niveau de votre force navale que ça va vous faire réfléchir à deux fois avant de venir porter assistance à Taïwan, par exemple. Hein, parce que si vous voulez porter assistance à Taïwan, c'est pas comme avec l'Ukraine où on transite par la Pologne ou la Roumanie pour passer tranquillou la frontière. Là, en l'occurrence, il y a des milliers de kilomètres d'eau à franchir avec des cargos, etc. Et évidemment, bah, ces cargos sont vulnérables, et même en étant escortés, mais ça promet un type de bataille aéronavale, quelque part, qu'on n'a pas, qui ne ressemblerait pas à celle qu'on aurait pu observer dans les années 80 face au pacte de Varsovie, par exemple. Euh, D'une manière, alors il y a peut-être une ou dernière. J'ai juste mentionné, il y a un certain nombre d'armes qui ont l'air un peu futuristes. Faut écouter, enfin, faut voir la vidéo et écouter le commentaire parce que les commentateurs sont drôles. Enfin, c'est drôle. Enfin, faut aimer la dictature, hein, mais si on saisit la veine comique de ça, ça en était rempli. Il y a des armes, il y avait pas mal d'armes à énergie dirigée, des lasers hmm, qui étaient présentés comme des solutions de lutte anti-drone. Ils ont fait défiler des bateaux, hein, oui. enfin des drones navals. Mais alors on peut mentionner, vu que c'est la blague qu'on fait quand même très régulièrement pour le 14 juillet, qu'on attend toujours que le Charles de Gaulle défile, enfin qu'un bateau défile sur les Champs-Élysées, on peut mentionner que les Chinois ont réussi à faire défiler des bateaux, ce qui n'est pas rien. Et donc voilà, un certain nombre d'armes qui avaient l'air à la fois assez furtives, beaucoup d'insistance sur les drones navals, sous-marins, etc. Et une dernière dimension dont il faut parler, c'est peut-être effectivement la dimension politique, puisqu'il y avait alors une flopée de vieux généraux et d'establishment du Parti communiste chinois, et puis il y avait deux invités de marque, qui étaient donc Vladimir Poutine et Kim Jong-un, ce qui faisait, voilà, c'était vraiment le trio. Voilà, pour tous ceux qui aiment beaucoup contester la domination de l'Occident, c'est quand même cette belle brochette de grandes démocrates qui sont de l'autre côté, hein, faut le rappeler de temps en temps. Mais avec Vladimir Poutine, qui d'ailleurs n'était pas extrêmement mis en valeur dans la mise en scène, Mhm, puisque tout tournait autour de Xi Jinping, et Vladimir Poutine avait l'air un peu du junior partner mhm. dans cette affaire, et on pouvait pas s'empêcher de se dire, mais enfin, quand il voyait toute l'amas de munitions, de missiles, de types de bâtiments et d'engins différents, voilà, ce qu'il en pensait avec son armée russe qui décimait, alors qui continue, mais qui a régressé technologiquement de 5 pas par rapport à ce qu'elle était il y a 5 ans. Quoi. Il y avait quelque chose d'assez vertigineux sur l'évolution relative des puissances et des niveaux de sophistication militaire entre la Russie et la Chine dans ce défilé, et les deux qui étaient là pour voir cette chose-là côte à côte. Quoi. Alors c'est vrai que c'est paradoxal parce que le traité d'amitié sino-soviétique avait permis aux Chinois d'avoir leur premier MiG-21 qu'ils ont copié puis qu'ils ont dérivé jusque dans les années 90 en fait, hein, la série des J-7 qui n'était jamais qu'une évolution petit incrément par petit incrément des premiers MiG-21. D'ailleurs, c'était même pas les MiG-21 bis, hein, c'était les MiG-21 de première génération. Euh, donc effectivement, il y a une espèce de retournement qui se fait là. Je pense qu'en fait, le défilé, en fait, il a été conçu, je pense, de la part des Chinois dans un cadre qui est plus large. Alors, il a été conçu pour impressionner, c'est toute cette esthétique de la puissance. C'est des secteurs considérés comme avancés, robotique, notamment dans le domaine sous-marin, etc. Il y a quand même beaucoup de drones sous-marins, y compris des trucs énormes. Voilà, des drones de déminage, hein, les fameux bateaux qu'on a vus, ce sont des systèmes de déminage, un domaine d'ailleurs dans lequel la Chine était plutôt, dire en retard, mais en tout cas relativement peu de capacité d'un point de vue naval. Donc ce défilé finalement, il coche toutes les cases de tous les compartiments de la puissance militaire finalement, avec des matos qui sont neufs, avec effectivement toute cette chorégraphie des soldats, des soldates qui défilent. Mais il s'intègre aussi dans une séquence diplomatique. C'est que quelques jours avant, en fait, on avait un sommet de Tianjin,
dont la photo finale était assez indicative, parce que là aussi, Xi Jinping était en plein milieu de tout, hein. Alors là, pour le coup, il y avait effectivement, il y avait tout le monde, hein. Il y avait même Narendra Modi, etc. On avait pas mal de chefs d'État et de gouvernement qui étaient là. D'ailleurs, dans les chefs d'État et de gouvernement, on avait tous ceux d'Asie centrale qui étaient présents aussi au défilé, et avec cette impression de centralité de la Chine. Alors, bon, des gens comme Valérie Niquet en parleront beaucoup, beaucoup mieux que moi, mais effectivement, dans la macro-vision stratégique finalement chinoise, dans la manière de se percevoir, il y a le fait que la Chine soit au centre du jeu, quoi. Et il y a le fait que ce soit elle le facteur d'harmonie, etc., etc. Et cette marque-là, finalement, on la retrouve à travers la position, elle est incarnée quelque part par Xi Jinping au sommet de Tianjin, durant effectivement ce défilé, où on voit bien que sur les plans de caméra, hein, bon, voilà, on voit que tout ça a été pensé, c'est toujours lui qui est au milieu, et où les autres, finalement, sont là parce qu'ils Avec appuient, une ils très jolie valident. voiturette, on peut préciser Voilà. il a fait commencer par remonter tout le truc. C'est pas exactement la même chose que la voiture du président de la République pour le 14 juillet. C'était vraiment une sorte de berline avec un toit ouvrant et des micros sur le toit ouvrant. Je me suis vraiment posé la question de à quoi ça servait, s'il a pas se mettre à chanter à un moment. Enfin bon, mais c'était une scène assez intéressante, quoi. Ah, c'est très communiste. C'est les mêmes logiques en fait que celles qu'on retrouvait durant les défilés classiques en Union soviétique, voilà, depuis 45 quelque part, hein. Les généraux qui sont là effectivement dans les îles décapotables ou avec toit ouvrant, et avec effectivement cette palanquée de micro pour pouvoir lancer un petit mot et tout le monde qui répond en chœur pour montrer la cohésion systémique du truc. Donc on a voilà, Xi Jinping est au centre, et donc in fine, on a cette logique diplomatique, de posture diplomatique. On se dit: «Bah, la Chine est au centre, voilà, elle est puissante, elle est rayonnante, et cetera». Et en plus, il y a la posture militaire beh, regardez comme nous sommes forts. Alors tout n'a pas été montré. Est-ce que c'est là aussi pour faire, voilà, réfléchir un peu les gens, dire: «Ah oui, mais en fait, on sait bien qu'il y a pas tout et qu'en réalité, ils sont encore plus forts que ça». Heu et les aspects plus qualitatifs, c'est-à-dire ceux qui vont attirer l'œil de l'analyste, bon, bah, OK, quelle production, quel volume, quelle portée, quelle facilité d'appropriation, quelle intégration dans quelle brigade, et cetera, et cetera. Ces aspects-là passent au second plan pour avoir finalement une espèce de vista, de bling boom, une espèce d'équivalent du bling bling, voilà, mais qui est un bling boom c'est un bling boom qui fait quand même réfléchir, hein. Quand on voit, bah, je sais pas, là, j'ai passé quelques heures là sur la QS3, AQS 003 en fait, qui est un système de mine intelligente. Alors, les Américains ont ça depuis les années 80, c'est un conteneur. Là, voilà, vous avez des crêpes, vous avez du sucre, vous avez une crêpe au sucre, et ben, fondamentalement, bah, vous avez une torpille, vous avez un conteneur avec des capteurs, et bien vous avez une mine intelligente. Voilà, qui va simplement compter le nombre de tours des hélices, qui va catégoriser le système, et qui va lancer la torpille au moment où il faut, hein, voilà. Autant pour le robot tueur nazi, mangeur de petits chats. Et donc in fine, Ça, c'est évidemment les choses sur les robots tueurs et voilà. les drones intelligents et le fait qu'on empower plein de choses. Voilà. En fait, ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être aussi simple que ça. Et donc ce genre de choses, dire bah ok, bah, la navigation maritime en temps de guerre, on va dire, dans les eaux à proximité de la Chine, entre les engins hypersoniques, entre les mines intelligentes, entre les systèmes anti-sous-marins, ils ont montré un équivalent d'ASROC en fait, hein, de missiles porte-torpilles, bah, qu'à peu près tous les États dans la région ont. Entre tout ça, et cetera, tout ça est destiné à faire réfléchir, à impressionner. Et d'ailleurs, quand on reprend le discours de Xi Jinping, il y a ce passage que je trouve assez fascinant, parce que c'est là où on voit la connexion, si vous voulez, qui se fait entre la stratégie déclaratoire et la stratégie opérationnelle, qui vise à dire, bah voilà, on est à un monde qui est un petit peu au tournant entre la guerre et la paix. Et il y a un petit côté parrain à ça, hein, c'est le parrain. Voilà, je vais vous faire une offre que vous n'allez pas pouvoir refuser. Voilà, vous avez le choix entre la paix et la guerre. Si vous voulez la paix, bah, vous vous soumettez à notre ordre, celui de Tianjin.
Si vous voulez la guerre, on a de quoi la faire. Et on arrive finalement avec une puissance de feu et un qualitatif qui fait que même les Américains, hein, ces barbares qui sont là de l'autre côté du Pacifique et qui ont l'air de plus trop en vouloir, ben on les ratatinera. Voilà, donc il y a cette séquence Tianjin défilé, finalement, elle arque d'un repositionnement, en fait, où tout à coup, bah, Xi Jinping, si vous voulez, il ouvre la chemise et il montre les pectoraux, quoi, quelque part. Et on se dit, bon voilà, j'avais préparé mon coup déjà depuis longtemps. La Chine, maintenant, est arrivée à maturité pour devenir une superpuissance au sens premier du terme. Voilà. Et cette séquence, finalement, en est peut-être le reflet. Et enfin, peut-être rapidement, mais tout dernier point dont j'aurais aimé discuter avec vous, c'est évidemment cette frappe israélienne sur le Qatar, sur Doha. Donc Israël étant visiblement très déterminé à parfaire son grand chelem de toutes les capitales du Moyen-Orient à bombarder, puisque bon, il y a eu Damas, Beyrouth, c'est la famille, Téhéran, etc. Maintenant Doha, voilà, si j'habitais à Riyad, je commencerais à me méfier aussi. Mais là où c'est intéressant, c'est que par rapport à tous les exemples que je viens de citer, c'est pas exactement la même chose, le Qatar, en termes de puissance militaire et en termes de moyens de défense anti-aérienne. Et là, alors soit qu'ils s'y attendaient pas, ils n'ont pas eu le temps de réagir. Enfin bon, les Israéliens ont frappé une cible en plein milieu de la capitale du Qatar. C'est pas déjà, c'est pas extrêmement accord d'Abraham dans l'idée, mais par ailleurs, il y a même un peu une interrogation de ah oui, là il y a quand même c'est pas la même puissance conventionnelle en face quand même. Alors, c'est pas la même puissance conventionnelle et effectivement, c'est une contre-publicité assez solide pour les systèmes antiaériens américains dont est doté le Qatar. À voir exactement comment cette frappe a été menée. Certains disent, bah voilà, bah ça pourrait être un ALBM, hein, donc un missile balistique tiré genre Rampage ou quelque chose comme ça, tiré depuis un F-16 et qui est parti en cloche finalement et avec une trajectoire qui fait que les systèmes n'ont pas pu détecter. Beaucoup de choses, beaucoup d'interrogations sur cette frappe-là. Alors effectivement, il y a des implications stratégiques qui sont importantes parce que ce soit un F-16, que ce soit un F-35, un Rampage, il peut pas passer comme ça tout seul au-dessus de l'Arabie Saoudite. Donc à un moment donné, voilà, alors est-ce qu'ils sont passés par la Jordanie, l'Irak? Est-ce qu'ils sont passés, voilà, donc là, il y a la question finalement de l'ouverture de l'ouverture des espaces aériens, ouverture avec l'accord du pays ou passage par l'espace aérien, on va dire, en violation. Donc là, il y a des questions là, il y a des questions qui se posent. Et puis évidemment, il y a la question de l'ambiance générale, c'est-à-dire que l'hypothèse cette fois-ci de négociations, de discussions, etc. Alors même que Gaza ville, hein, donc au niveau de la bande de Gaza, mais alors que ben, Gaza encaisse systématiquement les frappes, on voit bien que les Israéliens sont entrés dans une logique finalement de recherche de l'anéantissement au sens premier de la structure du Hamas, y compris en allant taper à l'extérieur, en allant frapper à l'extérieur des frontières. Donc ça pose un certain nombre de questions. Ça pose question évidemment aux Américains. Donc le jeu finalement diplomatique qu'il y a entre les Américains et qui poussait à une solution vaguement négociée, mais à la Trump, hein. Donc on dit qu'on va faire des choses, mais on les fait pas nécessairement. Avec bah, des questionnements qui sont là, parce qu'on a probablement de l'armement américain qui, à un titre ou un autre, a été utilisé face à des systèmes de défense antiaériens américains. Donc je ne sais pas très bien comment va réagir, exactement Washington par rapport à tout ça. Un commentateur un peu facétieux disait, bah voilà, le Qatar, le Qatar m'offre un Boeing 747 pour la Maison Blanche. Eh bien, moi j'offre au Qatar une frappe aérienne israélienne. Donc forcément, ça crée des tensions finalement Ça vous qui dégoûter de la corruption, hein, c'est terrible. Si ça permet même pas d'avoir une protection minimale, c'est terrifiant.
Il y a plus de principe, que voulez-vous, hein, il y a plus de principe, on respecte plus les bons vieux codes d'honneur. Bon, en l'occurrence, ça ravira peut-être l'US Air Force qui devait divertir une partie du budget de son ICBM pour mettre à niveau le Boeing 747, donc Je il suis va pas sûr peut-être pouvoir. qu'ils doivent pas le faire quand même, hein. À mon avis, Ouais, une fois que Donald Trump a un avion, il n'est pas du genre à le rendre. à le laisser tomber, voilà, et à le rendre. Bon, reste à voir si les Qataris vont effectivement le livrer. Ça, on va voir. Alors, si les Américains vont déclencher peut-être une opération pour aller le récupérer par la force, plus rien ne nous étonnerait. Mais en l'occurrence, effectivement, dans l'équilibre général, ça va poser question parce qu'effectivement, les États-Unis sont au centre du jeu finalement. euh, des alliances entre les États de la région, ils ont joué un rôle important pour les accords d'Abraham, mais leur relation historique avec le Qatar, c'est la base d'Al Udeid, hein, donc c'est le CAOC, hein, donc le Combined Air Operations Center, duquel on a mené les opérations contre l'État islamique, donc avec des représentants de plein de pays, dont la France. Le Qatar, c'est Al Udeid. C'est tout le jeu finalement des États-Unis par rapport aux Émirats du Golfe, par rapport à l'Arabie Saoudite, au Koweït, etc. Et donc reste à voir qu'est-ce que ça va avoir comme incidence. Est-ce que l'Iran peut en tirer parti? Iran qui est lui-même en train de se fournir en défense aérienne, d'ailleurs en Chine, etc., etc. Donc il y a une course finalement à l'échalote dans la volonté israélienne de l'anéantissement du Hamas. On peut se dire que finalement les Israéliens auraient pu faire comme ils ont déjà pu faire par le passé, c'est-à-dire provoquer un malencontreux accident d'appui-tête de voiture, bah, qui fait en sorte que lorsque vous allumez la clé de contact, hein, lorsque vous mettez la clé de contact, bah, bizarrement votre tête explose. Les Israéliens ont déjà pu procéder d'une manière un petit peu plus fine qu'effectivement une frappe aérienne en plein milieu d'une capitale dont ils auraient pu se faire pas nécessairement un allié, mais en tout cas un État avec lesquels les choses se passent pas trop mal. Donc il y a une espèce de fuite en avant israélienne en la matière, bah, qui ne va pas nécessairement aider à apaiser les tensions dans la région. Eh bien, sur ces paroles extrêmement réjouissantes, comme c'était de toute façon le thème de cet épisode, où va le monde, enfin, voilà, ça pète de partout, et on n'est plus en sécurité nulle part. Merci beaucoup, Joseph. Merci à vous. Et on se retrouvera donc dans quelques semaines pour un nouveau Zone d'opération. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Duplain et distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux ou bien sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.